Quelle est la différence entre la liberté financière et l'indépendance financière? L'indépendance financière, c'est quand tu arrives à générer des revenus passifs qui te permettent de subvenir à ton train de vie, payer toutes tes charges et tes besoins. 1 500 € par mois, 2 000 € par mois. C'est ce que tu génères qui permet de satisfaire ton train de vie. Si tu réussis à faire ça, c'est que tu es indépendant financièrement. Beaucoup de personnes recherchent cette indépendance financière. Alors que la liberté financière, c'est pouvoir faire tout ce que tu veux quand tu veux, acheter, consommer tout ce que tu veux quand tu veux. La liberté financière, c'est une forme de liberté totale. Ce que beaucoup de personnes pourraient appeler la richesse. C'est beaucoup plus que 1 500 à 2 000 € par mois. Certains, pour se sentir libres financièrement, ils ont besoin de 20 000 € par mois, 30 000 € par mois, d'autres 100 000. Ça dépend vraiment de ton profil et de ce que tu recherches. Certaines personnes n'ont pas constitué d'épargne et souhaitent devenir indépendantes financièrement. C'est possible et t'as pas besoin d'attendre 40 ans pour le faire. J'avais fait une vidéo sur YouTube où je parlais de l'investissement sur le S&P 500. Partons du constat où tu es en mesure de placer au moins 1 000 € par mois. Tu places 1 000 € par mois dans un indice financier tel que le S&P 500. Au bout de 10 ans, avec les intérêts composés, si on part du principe que en moyenne ça génère 10% par an, tu vas faire plus de 200 000 € en 10 ans. 200 000 €, ok? Maintenant, tu vas générer 10% de 200 000 € chaque année. On est d'accord. Donc, tu vas générer 20 000 € par an. Sur les 200 000 €, imaginons que tu prends que 5%. Donc, tu vas prendre que 10 000 €. Et le reste, tu vas le laisser fructifier. Tu vas pas tout récupérer. Ça va faire une moyenne un peu moins de 1 000 € par mois. Mais tu te rapproches très vite de l'indépendance financière en moins de 10 ans avec 0. Par contre, si tu as déjà un capital constitué, tu as déjà plus de 100 000 €, tu as déjà même plus de 200 000 €, 300 000 € et que tu n'as toujours pas l'indépendance financière, c'est possible. Il suffit que tu investisses soit par exemple dans l'immobilier, la bourse, dans certains secteurs qui te permettent d'avoir des revenus passifs pour que tu puisses vivre ou dégager des rentes intéressantes ou des dividendes qui vont te permettre d'avoir des revenus passifs. Il faut que tu investisses dans des revenus passifs. Même si ton objectif, c'est pas d'avoir l'indépendance financière, il faut que tu multiplies, que tu diversifies tes sources de revenus parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Un secteur peut s'effondrer, tu peux être viré si tu es salarié, ça peut être compliqué. Tu ne peux pas tout miser sur un seul secteur d'investissement, sur une seule source de revenus. Le S&P 500 ou alors les autres indices financiers présentent des limites. On peut générer 8 à 10% par an, c'est ce que le S&P 500 a fait depuis des années et des années. Peut-être qu'il continuera à le faire, ok? Parce qu'on parle quand même des 500 meilleures entreprises américaines. Dès qu'il y en a une qui va pas bien, les remplacer. Mais certaines personnes souhaitent vraiment atteindre cette indépendance financière et ne peuvent pas mettre 1 000 € par mois. Elles peuvent mettre que 500, 400 € par mois. Comment faire pour atteindre cette indépendance financière, pareil, en 10 ans, sans prendre de risques? En gros, on va devoir augmenter le rendement de son investissement, mais en diminuant les risques. Je vais donner certaines méthodes qui vont te permettre de te rapprocher d'un rendement supérieur au rendement des indices, tout en minimisant le risque. Il y aura des années où les indices vont moins performer que d'autres. Des années où les indices vont faire du 5-6% par an. Ces années-là, toi, tu pourras faire plus. Et c'est ça qu'on recherche. Toujours faire plus que les indices. L'idée est que tu génères toujours un rendement très intéressant année après année sans avoir besoin de passer tout ton temps dessus, sans avoir besoin à chercher, sélectionner les meilleures entreprises, analyser tous les ratios financiers, passer 15 heures de ton temps par jour. Je vais donner une méthode qui va te permettre de faire un rééquilibrage, voire 2 rééquilibrages par an, en fonction de ton portefeuille, en fonction de ce que tu souhaites choisir. Mais pour ceux qui sont vraiment le plus motivés, ceux qui souhaitent vraiment avoir que de la performance et qui souhaitent vraiment décupler leur capital, il y aura un rééquilibrage à faire une fois par trimestre, une fois par mois. Le but de cette formation est de t'aider à trouver les meilleures stratégies, à trouver les meilleures entreprises pour battre le marché, pour battre les indices financiers sans avoir besoin de prendre trop de risques et surtout battre aussi certains gestionnaires de portefeuille parce que aujourd'hui je vais donner une technique que beaucoup de gestionnaires de portefeuille ne connaissent pas. Donc je vais aborder plusieurs stratégies, donner tous les avantages et inconvénients de chacune des stratégies et tu vas voir laquelle te correspond le mieux parce qu'en fait quand tu investis, surtout en bourse, tu dois avoir une stratégie, te fier à cette stratégie et ne jamais changer. Si tu as une stratégie, tu la gardes, tu commences avec et tu termines avec. Si tu changes à chaque fois de stratégie, tu vas diminuer ta performance, tu risques de la diviser par 2 ou par 3. Donc tu gardes une stratégie et tu t'y tiens. Étant moi-même gestionnaire de patrimoine depuis maintenant plus de 2 ans, et j'ai pu apprendre, être formé auprès de personnes qui font le même métier que moi depuis plus de 20 ans, 30 ans, qui m'ont partagé leur expérience, leurs connaissances. Depuis l'année dernière, je suis passé profession libérale et j'ai pu assister à de nombreux séminaires, des webinaires, des événements en groupe. Donc j'ai pu fréquenter des millionnaires, des personnes qui m'ont partagé leurs astuces, leurs idées, des grands investisseurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui je te partage cette formation qui va te permettre à ton tour, toi aussi, de pouvoir décupler tes rendements, d'avoir un investissement rentable, de super former les indices tout en minimisant le risque. Parce que ce qu'on cherche,
C'est oui, la performance, mais sans risque, ou en tout cas avec le moins de risques possible. Le premier portefeuille que je vais te présenter, c'est le portefeuille Dalio, qui est constitué de 25% d'actions, 25% d'obligations, 25% d'or et 25% de cash. Quand je dis cash, c'est de la monnaie d'un pays, par exemple du dollar. C'est un portefeuille pour les personnes qui souhaitent sécuriser leur argent. C'est un portefeuille qui n'offre pas beaucoup de performance, enfin qui offre quand même de la performance, mais c'est pas ce qu'on recherche avec ce portefeuille. On cherche plus de la protection du capital qu'on a déjà. Pour les personnes qui souhaitent contrer l'inflation, donc en investissant autre part que les placements bancaires qui ne te rapportent rien, mais en plus sécuriser le portefeuille et en générant une certaine performance avec pas beaucoup de risques, c'est un portefeuille idéal. C'est un portefeuille qui offre un rendement entre 7 et 8% par an. Et le deuxième portefeuille sur lequel je vais te parler aujourd'hui, c'est le portefeuille 60-40. Un portefeuille qui est constitué de 40% d'obligations, 60% d'actions. C'est un portefeuille qui est quand même aussi peu performant parce qu'il y a beaucoup d'obligations. Les obligations et les actions sont un peu corrélées négativement. On va aborder l'investissement factoriel ou le smart beta, le bêta intelligent. Le bêta, c'est la performance relative par rapport aux indices. Si on a un bêta de 1 et que le CAC 40 augmente de 1, l'action va aussi monter de 1. On va revenir sur les travaux de Fama & French qui ont réalisé une étude en 1992 qui démontre l'importance de la taille du portefeuille et l'importance des valeurs value pour avoir de la performance. On a dit que quand tu vas investir dans un indice, tu réalises une belle performance. Sache que quand tu vas investir dans un indice, tu vas déjà superformer la performance de tous les investisseurs, au moins 90% des investisseurs. Mais avec le bêta, avec le smart bêta, tu vas pouvoir réaliser une performance qui est beaucoup plus élevée. Beaucoup de personnes qui font du stock picking, beaucoup de personnes qui sélectionnent des entreprises une par une, en faisant des analyses, en regardant quels sont leurs ratios financiers, leurs ventes, comment elles se comportent par rapport au stock, etc. Beaucoup perdent. C'est difficile de gagner en faisant du stock picking, ça prend beaucoup de temps aussi. Et en plus, chaque mois, il faut que tu fasses des études parce que les entreprises évoluent, alors que les personnes qui investissent dans des indices font une performance qui est déjà très intéressante. Sauf que nous, on va s'intéresser au smart bêta. On va pas s'intéresser comme tout le monde aux indices par rapport à la capitalisation de cet indice, mais on va s'intéresser à d'autres critères qui vont permettre de booster la performance de l'indice. C'est ça qu'on recherche. Booster la performance de l'indice. La capitalisation boursière, c'est ce que vaut l'entreprise multiplié par le nombre d'actions qu'il y a en circulation. Si l'entreprise a une action qui coûte 1 million, elle en distribue 10, la capitalisation, elle sera de 10 millions. Les petites capitalisations offrent un rendement beaucoup plus intéressant que les grandes capitalisations. Elles sont moins chères. On va devoir s'intéresser aux petites capitalisations. C'est ça le smart bêta. Le smart bêta, c'est s'intéresser aux petites capitalisations qui sont moins chères et en plus de ça, offre une grande performance. On va devoir créer son propre indice en imitant des petites capitalisations. Mais là, tu vas me dire peut-être que les indices de base sont peu coûteux et offrent déjà un rendement excellent. Les indices sont construits sur la base de la capitalisation boursière. Mais le problème, c'est qu'ils ne permettent pas de maximiser le couple risque-rendement. Et selon les travaux de Fama & French, ils ont constaté quelque chose. Les petites caps et les moyennes caps, small cap et mid cap, offrent beaucoup plus de rendement que les grandes capitalisations. Ils l'ont démontré et c'est ce qu'on appelle les values. Ils ont observé une deuxième chose, c'est que les entreprises qui performent le plus sont celles aussi qui distribuent le plus de dividendes. Le momentum, c'est les entreprises qui sont en pleine croissance mais qui continuent de progresser. Et pour savoir quelles entreprises sont en croissance et qui vont continuer de progresser, il faudra faire de l'analyse technique, étudier le marché. C'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les entreprises momentum, quelles sont les values, quelles sont les petites capitalisations, les moyennes capitalisations pour l'instant. Fama & French ont découvert aussi autre chose, c'est que les actions low volatility, donc à petite volatilité, offrent aussi une très grande performance. Contrairement aux idées reçues, on pourrait se dire que le marché des crypto-monnaies, c'est très volatile, ça fait que monter, descendre, mais ça offre beaucoup de rendement. Mais dans les marchés boursiers, ce sont les entreprises qui sont peu volatiles qui offrent aussi un très grand rendement. Le problème avec le S&P 500, c'est qu'il y a à peine 100 à 110 entreprises sur 500 qui représentent l'indice. On a très peu de petites capitalisations et de moyennes capitalisations. Dans les indices, on a plus de valeurs de croissance que de valeurs value. Je le rappelle, les valeurs value, ce sont des valeurs qui sont sous-évaluées. Ça peut être par exemple les small cap, les mid cap. Elles sont sous-représentées. On a par contre une surreprésentation des valeurs de croissance. Donc les valeurs de croissance, ce sont des valeurs de grande capitalisation. Ça montre la faiblesse des indices. Et nous, on va s'appuyer sur ça. Plus la capitalisation de la société est importante, plus son poids dans l'indice est important. Donc tu as compris pourquoi les indices ne respectent pas le couple rendement-risque. Pratiquement tout est misé sur les grandes capitalisations dans un indice. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de maximiser le rendement des petites et moyennes capitalisations
au détriment des grandes capitalisations parce que tu l'auras compris, les valeurs de croissance performent moins que les petites, les mid-cap, moyenne-cap sont sous-représentées dans les indices et ça peut être dangereux. On va utiliser le Smart Beta pour pallier ce problème, pour maximiser le rendement sans prendre de risques. Ce graphique nous montre la différence entre les 6 facteurs comparés à un indice Russell 1000. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que tous les facteurs superforment l'indice. Tous. Le value superforme tous les autres facteurs. Mais est-ce que c'est une bonne chose d'investir seulement dans le facteur value? Ici, on a un deuxième graphique. On a le facteur value, dividend yield, momentum, quality, low volatility et size. On voit la performance sur le long terme de ces 6 facteurs. Donc ce facteur, c'est la combinaison multifactorielle. Ce facteur-là superforme beaucoup plus que chacun des facteurs individuellement. Même si le facteur value superforme beaucoup et le momentum aussi. Le momentum, c'est les entreprises qui sont en croissance et qui continuent de croître très rapidement. Donc il est beaucoup plus intéressant d'investir dans tous les facteurs plutôt qu'un seul et tout miser sur le seul facteur. Mais comment c'est possible? Si on avait investi en 1985 et qu'on sort en décembre 2015 et qu'on avait investi tout dans les values, on aurait fait une super belle performance. Alors comment ça se fait qu'ici, on remarque que c'est la combinaison multifactorielle qui fait le plus de performance? Donc ce graphique compare la combinaison multifactorielle avec le facteur value. Chaque année, c'est le facteur value qui superforme. Dans les périodes de baisse, les périodes de crise, ici par exemple 2008, on a la combinaison multifactorielle qui fait une performance positive sur le long terme. Le facteur value fait mieux. Dans les périodes de crise et les périodes de récession, le facteur value, il chute très fortement. En investissant dans une combinaison multifactorielle, on va réduire le risque. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Avoir peut-être un rendement exceptionnel, mais avec un risque beaucoup plus élevé, sachant que dans les périodes de crise ici, ceux qui investissent là et sortent ici, ils ont perdu beaucoup plus, alors que pourtant on parle du facteur value. Ou alors tu préfères peut-être investir dans une combinaison multifactorielle qui offre un petit peu moins de rendement, mais au moins pendant les périodes de crise, tu vas mieux t'en sortir. Ici, on a les 6 facteurs comparés à la combinaison multifactorielle. Ce tableau nous montre la surperformance de chacun des facteurs et aussi la surperformance de la combinaison multifactorielle par rapport aux indices. Ici, en 1996, les actions à fort dividende ont superformé les indices de 3%, les titres low volatility ont superformé de 1%, etc. Si on regarde sur toutes les années, la seule combinaison qui n'est jamais dans le rouge, la seule combinaison qui ne sous-performe jamais les indices, c'est la combinaison multifactorielle. On superforme même de 7% entre 2001 et 2003. Dans les périodes de crise, on n'a jamais sous-performé l'indice. On a été égal à l'indice, mais on n'a jamais sous-performé l'indice. Ce facteur, soit il superforme, soit il est égal à l'indice. Et c'est ça qui est super intéressant. Tandis que ici, par exemple, si on regarde la valeur value, pendant 3 années, on a sous-performé l'indice. Ici, pourquoi on est à 0? Parce que on a des facteurs comme le facteur qualité et le facteur momentum qui sont positifs, mais on a le facteur dividende, le facteur low volatility, size et value qui sont négatifs. Au final, ça se compense et on termine à 0. Un article qui a été publié sur Gestion de Fortune démontre que beaucoup de personnes perdent leur patrimoine au bout de la 3e génération. La première génération crée le patrimoine, le développe, ok. La 2e génération soit s'occupe du patrimoine, donc ils ont une culture financière, une intelligence financière qui permet de s'occuper du patrimoine, permet de le décupler, d'en prendre soin, ou alors de commencer à le dépenser. Et c'est à partir de la 3e génération que le patrimoine est dilapidé, il ne reste plus rien. Sans éducation financière, on perd tout. C'est pour ça que tu peux investir à gauche, à droite, gagner de l'argent, mais il va falloir aussi que tes descendants ou les personnes qui reçoivent cet héritage bénéficient d'une intelligence financière. J'ai beau te partager toutes les techniques, les stratégies du monde, si tu ne t'éduques pas et tu travailles pas sur ton intelligence financière, ce sera toi qui vas dilapider ton propre patrimoine. Tu n'auras même pas besoin d'attendre 2 générations. Là, je te partage tout ça. Si tu n'es pas capable de rester actif sur les marchés financiers, à la moindre variation, tu paniques, tu revends tout, tu n'arrives pas à rester sur le long terme, ça veut dire que tu n'as pas trop d'intelligence financière. À ce moment-là, ton patrimoine, tu n'arriveras pas à le préserver. Si tu es sur cette formation, c'est que tu souhaites t'éduquer financièrement, que tu souhaites en apprendre un peu plus, développer ton patrimoine et tu peux te féliciter pour ça. Passons maintenant à l'allocation stratégique. Sache que tous les marchés évoluent. Les situations, les méthodes d'investissement ne sont plus forcément utiles, voire adaptées pour aujourd'hui. Tout ce que j'ai dit avant n'est pas obsolète. Par contre, il va falloir que tu t'adaptes. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt historiquement bas. Les taux ils étaient à 2%. Maintenant, ils sont montés à 4% depuis 2023 en France. Les taux d'intérêt, 4%, c'est les taux historiquement bas. On avait des taux d'intérêt qui avoisinaient les 17%, les 15%, les 10% il n'y a pas si longtemps que ça. Les 4%, c'est des taux très faibles. Et donc, si on reprend le portefeuille 60-40, 60% d'actions, 40% d'obligations, il suffit que les intérêts continuent à monter, parce que là, c'est déjà monté. Tu as bien vu que les obligations ont morflé. Ça continue à monter, les 40% de ton portefeuille, ça va te faire mal. Est-ce que
Il y a des méthodes pour essayer de prédire le marché, pour essayer de voir quand est-ce que le marché des obligations va monter ou baisser. Notre but, c'est pas de prédire le marché. On n'est pas dans Harry Potter. Il n'y a pas de magie ici. Le but, c'est de s'adapter au marché. Et quand le marché évolue, on s'adapte. Quand le marché baisse, on s'adapte. Quand le marché augmente, on s'adapte. Le but, c'est de préserver ton capital et de contrer l'inflation. Par rapport aux variations du taux d'intérêt, le portefeuille 60-40 peut être risqué, mais il reste quand même utile pour toutes les personnes qui ont 30, 40, 50 ans devant eux. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une période de variation, ça peut impacter le cours de ton investissement. Mais si tu restes sur 30, 40 ans, ça représentera rien. Si ton but, c'est d'investir sur 10 ans, 20 ans et ensuite profiter de ton indépendance financière, commencer à retirer les fonds au fur et à mesure, retirer par exemple 5% par an, 5% du rendement que ça va générer. Pas tu retires ton argent et au bout de quelques années, t'as plus rien. Non, t'as de l'argent. Cet argent génère 10% par an. Sur ce que ça génère, sur les 10, tu récupères que 5 et tu te rémunères avec ça. Selon le journal de Wall Street en 1995, un portefeuille constitué de 100% d'actions générait un rendement de 7,5% par an. Aujourd'hui, pour générer 7,5% par an, tu dois avoir un portefeuille constitué de seulement 12% d'obligations et plus 100%, seulement 12,5% et le reste en actions. Au moins 2/3 d'actions. Pour avoir le même rendement, on est obligé d'investir dans des actions, donc une classe d'actifs qui est plus risqué. Les marchés évoluent. On est obligé de prendre aujourd'hui plus de risques pour avoir le même rendement qu'il y a 20 ans. Toujours selon les travaux de Fama & French, les deux facteurs qui permettent de déterminer le futur d'une action, c'est la capitalisation de cette action et sa valorisation. Et la dernière astuce que je vais te donner aujourd'hui, c'est comment distinguer les petites et moyennes capes facilement, rapidement, sans avoir besoin de chercher 10 000 ans et distinguer aussi les grandes capitalisations pour que tu puisses constituer un portefeuille de petites, moyennes capes, personnaliser ton ETF. Ok, donc pour personnaliser un ETF, moi ce que je te recommande de sélectionner plus de 100 entreprises. Tu as des algorithmes qui te permettent de le faire. Il va falloir que tu constitues ton portefeuille, pas de seulement 10-15% de petites et moyennes capes, comme le fait les indices classiques. Il va falloir que tu remontes. Essayer de faire peut-être 50-50. Ok, 50 de grandes capes, 50 de moyennes et petites capes. Les titres dont la valorisation est inférieure à la valeur fondamentale sont considérés comme des value stock. Donc, ce sont considérés comme des entreprises de petites et moyennes capes. Et si une action qui aujourd'hui coûte 100 alors qu'elle est valorisée à 50, c'est génial parce qu'elle a un potentiel de x2. Même si elle a un potentiel de x2, elle peut aussi continuer à baisser avant de reprendre son envol vers les 100. C'est pas parce qu'elle est valorisée à 50 qu'elle ne peut pas être valorisée à 30, ensuite 20, ensuite 10, ensuite 5 et ensuite de remonter jusqu'à 100. On a déjà vu ça. Ça, c'est pas un problème si ton but c'est d'investir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mais je le dis parce qu'il y a certaines personnes qui souhaitent investir et paniquent à la moindre fluctuation du marché. Si les titres ont une valorisation qui est supérieure à leur valeur fondamentale, ils sont appelés des gros stocks, donc des valeurs de croissance. Et donc c'est par exemple si une entreprise qui vaut par exemple 100 alors qu'elle est valorisée 150. Où retrouver les value stocks? On les retrouve dans le secteur pétrolier, dans les finances, dans les services publics, le secteur automobile et d'autres secteurs de ce style-là. Alors que les valeurs de croissance, les valeurs qui performent très vite et qui ensuite stagnent un peu, qui offrent un rendement beaucoup moins intéressant, on les retrouve dans le secteur de la santé, le secteur de la technologie, le secteur de l'informatique aussi, le secteur des grandes marques. Parce que dans ces secteurs, on s'attend à une explosion des profits, à une explosion de la valorisation. Maintenant, par rapport à tout ce que je t'ai dit avant, les actions qui sont low volatility, les actions momentum, les actions mid cap, moyenne cap, les value stock, les grandes capitalisations, etc. Tous ces facteurs, on les a distingués. Quand tu vas investir et constituer ton ETF, n'investis pas dans un seul facteur. C'est pas parce que j'ai dit que les petites et moyennes capes font la plus grande performance que tu dois tout miser dessus. Le secteur multifactoriel, donc tu investis dans plusieurs facteurs différents, petite cap, moyenne cap, momentum, etc. Tu as 6 facteurs, tu investis un petit peu dans les 6. Tu auras une performance meilleure et avec un risque limité par rapport à si tu investissais dans un seul facteur. Par exemple, si tu investis que dans des petites capes, certes, tu auras une grosse performance, mais quand ça va se crasher, donc il va falloir que tu diversifies, que tu mettes pas tout dans les petites et moyennes capes, que tu mettes un peu dans le momentum, dans des entreprises grosse capitalisation aussi un petit peu, que tu mettes aussi dans des entreprises à low volatility, donc faible volatilité, ou sinon, tu prends un ETF market cap, un ETF qui est très diversifié avec tous ces facteurs multifactoriels, factor average. Et sache un truc, c'est que l'approche multifactorielle superforme toujours les indices. Il faut que tu investisses dans un ETF multifactoriel. Comment investir par rapport au cycle du marché? À la phase d'expansion du marché au tout début, tu dois investir dans les actions value et les actions à fort dividende. C'est ces deux facteurs qui vont te permettre d'avoir un maximum de rendement. Et lors de la phase de croissance, tu pourras continuer à investir dans des momentum et des actions à fort dividende. Et lors de la phase de récession économique, donc quand les marchés financiers commencent à décroître, là, tu devras investir dans des actions low volatility,
Pourquoi? Parce que les actions à faible volatilité en période de récession font un rendement positif. Au final, si tu respectes ça, tu seras toujours gagnant, peu importe le cycle du marché. Où est-ce qu'on se situe par rapport au cycle du marché? On va prendre par exemple deux facteurs. Imaginons que tu as un portefeuille constitué de seulement des momentum et des value, donc petite croissance, etc. J'ai dit déjà qu'il fallait avoir une approche multifactorielle, mais juste pour que tu puisses comprendre, momentum et value, ce sont des facteurs qui sont corrélés négativement. C'est-à-dire que, imaginons que tu as un portefeuille 50% momentum et 50% value. Au bout d'un certain temps, tu vas avoir peut-être 60% de momentum et 40% de value. C'est-à-dire que le momentum s'est apprécié ou alors les values se sont dépréciées ou alors les deux en même temps. Ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu vendes des momentum pour racheter des values parce qu'elles sont corrélées négativement. Quand les values augmentent, le momentum baisse. Quand le momentum augmente, ce sont les values qui baissent. Quand tu as un portefeuille qui varie, c'est pareil pour le portefeuille 60-40, 60% obligations, 40% actions. Lorsque ça diminue, par exemple, tu arrives à 50-50, et ben là, tu sais que tu dois revendre des obligations pour racheter des actions. Si par exemple, toi, ton but, c'est d'investir dans des values, dans un portefeuille value momentum, donc seulement ces deux-là, tu dois faire une réallocation d'actifs, dans un rééquilibrage, on appelle ça, une fois par an, ça suffit. Par contre, 60-40, tu peux faire pareil, une fois par an, ça suffit. Mais si tu souhaites avoir une approche multifactorielle, à ce moment-là, il va falloir faire un rééquilibrage tous les mois.